Nous sommes le mardi 23 septembre 2014. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition d'information matinale sur Canal 7. Ouvrons cette édition avec la Côte d'Ivoire où s'est tenue samedi une cérémonie d'investiture au siège du Front populaire ivoirien à Cocody. Pascal Affi-N'Guessan, le président de cette formation politique, installait la vice-présidente Marthe Ago dans ses nouvelles fonctions de coordinatrice du mouvement pour la libération de Laurent Gbagbo en présence de plusieurs membres influents du parti. Les détails avec Mathias Zakam, notre correspondant à Abidjan. Le Front populaire ivoirien, l'ex-parti au pouvoir en Côte d'Ivoire, a investi ce samedi 20 septembre à son QG à Cocody sa vice-présidente Ago Marthe, chargée de la libération du président Gbagbo, en présence de plusieurs personnalités de son parti et de son fils Michel Gbagbo. La coordination dont j'ai la charge se veut un creuset de rassemblement de dignes fils et filles de Côte d'Ivoire et d'Afrique, de tous les citoyens du monde, épris de justice et d'amour, et qui, de ce fait, aspirent à une paix bâtie sur le respect du droit et la dignité de l'être humain, quelle que soit sa couleur, ses origines. Ce secrétariat chargé de la libération de Gbagbo va créer un élan de solidarité et de soutien autour de l'homme de conviction pour qu'il retrouve la liberté. Son rôle sera de mener des activités légales pour sa libération et sera ouvert à toute personne, physique ou morale, sans distinction de nationalité et susceptible d'apporter des solutions. C'est ce rôle qu'a confié le président Affi-N'Guessan à sa vice-présidente Ago Marthe tout en lui remettant une lettre de mission. Le combat s'impose naturellement au Front populaire ivoirien, le parti créé par Laurent Gbagbo. Oui, pour nous, et comme je l'ai indiqué en septembre 2013, la lutte pour la libération de Laurent Gbagbo est un impératif catégorique et un devoir politique. C'est pourquoi elle a besoin d'être organisée, structurée, rationalisée. Il faut souligner que le Front populaire ivoirien, hier divisé par l'orientation des idées, s'est retrouvé soudé aujourd'hui autour de la question Gbagbo. Vivement que cette attente règne dans ce parti pour les futures batailles. Parlons d'environnement avec les manifestations contre le réchauffement climatique. Des centaines de milliers de personnes ont manifesté dans le monde pour réclamer une action urgente contre le changement climatique 2 jours avant le sommet de l'ONU sur la question. Aux États-Unis, ils étaient plus de 300 000 manifestants à New York au lieu de 100 000 personnes attendues par les organisateurs. Cet important nombre de participants démontre l'engagement des populations pour la résolution immédiate de ce problème. Les détails avec Dina Koussou. En attendant le traditionnel sommet des Nations Unies qui sera consacré au climat, de nombreuses marches sont organisées dans le monde. Objectif, pousser les responsables politiques à agir de manière ambitieuse contre le changement climatique et s'engager avant la conférence internationale de Paris fin 2015. La dernière en date a eu lieu à New York aux États-Unis. Parmi les nombreux manifestants, il fallait compter le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon, l'ancien vice-président américain Al Gore, le maire de New York Bill de Blasio, le ministre français des Affaires étrangères Laurent Fabius et la ministre française de l'écologie Ségolène Royal. C'est important parce que ce qui est formidable, c'est de voir la mise en mouvement des citoyens, alors qu'avant les autres sommets climat, c'était entre les dirigeants. Et ça, là, s'il y a une poussée des opinions, parce que c'est chaque citoyen qui peut aussi protéger la planète, consommer moins d'énergie, produire moins de déchets, et moins exploiter les ressources naturelles, etc. C'est l'affaire de tous, l'avenir de la planète. Laurent Fabius, qui s'est réjoui de la mobilisation à cette manifestation, a indiqué qu'il s'agit là d'une démonstration de l'intérêt que les citoyens du monde portent au combat de la protection de l'environnement. La différence, j'espère, c'est de montrer qu'il y a de plus en plus de monde qui prend conscience de la gravité du dérèglement climatique et qu'il faut agir. Ça, c'est le premier message. Et pour nous, Français, qui sommes à l'avant-garde de tout ça, qui allons recevoir
abriter l'année prochaine et présider la conférence sur le climat, c'est évidemment un appui considérable. Plusieurs centaines de ces manifestants sont arrivés de l'Inde, du Zimbabwe, du Sénégal ou encore des îles Marshall menacées d'être englouties par l'océan Pacifique. Ils espèrent au moins influencer les positions des 120 chefs d'État et de gouvernement. Entre culture et agriculture, nous sommes en Afrique du Sud. Les propriétaires du domaine vignoble sud-africain de Morgezon veulent relever le pari de jouer de la musique classique pour améliorer la qualité de leurs vins. Des haut-parleurs ont été ainsi donc plantés dans le champ de vignes et diffusent en permanence du Vivaldi, la musique classique aux vignes. Roland Diakou nous en parle. L'expérience date de plusieurs années. De jour comme de nuit, cette plantation des vignes est bercée par des compositions musicales pour vignes et vignerons dans le domaine sud-africain de Morgenzon. Dans certaines fermes du pays, la méthode a été utilisée autrement, notamment pour améliorer la productivité des vaches laitières. Mais rien ne prouve que le raisin apprécie les notes du classique. Beaucoup de gens sont sceptiques, ils ne comprennent pas ce qu'on fait et pourquoi on le fait, surtout les voisins. Mais j'ai envie de dire que dans la vie, on ne suit pas tout le temps des méthodes scientifiquement prouvées. On fait certaines choses parce qu'on y croit. Aujourd'hui, ça fait partie de notre vie quotidienne. Il y a 5 ans, les propriétaires du domaine, des passionnés de musique classique, ont lancé l'expérience. 10 haut-parleurs sont placés à intervalles réguliers et diffusent des œuvres de Bach, Wagner et d'autres compositeurs classiques sur 4 des 55 hectares de vignes. Nous n'utilisons que du baroque ou du classique parce que ces musiques ont des rythmes mathématiques. Ces ondes sonores ont un effet positif prouvé sur la nature. D'après le vigneron, le vin produit dans la zone test contient moins d'alcool, car, selon des études, les ondes musicales réguleraient la croissance des vignes. Les amateurs ne ressentiront pas que des arômes de vanille ou de framboise lors de la dégustation, mais aussi des notes de Vivaldi. Enfin, une note d'athlétisme pour la boucle de cette édition d'information. Après la Coupe continentale 2014 qui s'est jouée au Maroc les 13 et 14 septembre dernier, le prochain défi de l'athlétisme africain est d'abriter sur le continent les championnats du monde. L'idée est née des bons résultats engrangés au cours de la Coupe continentale 2014 qui s'est déroulée les 13 et 14 septembre dernier à Marrakech au Maroc. Willy Tonango de Bambera nous en parle. Pour l'Afrique, l'organisation des championnats du monde d'athlétisme, l'un des événements sportifs les plus importants après la Coupe du monde de football et les Jeux olympiques, sera un challenge. L'idée fait son chemin et l'horizon 2021 est déjà envisagé. En novembre prochain, le Conseil de l'IAAF, l'instance qui gère l'athlétisme mondial, annoncera le nom de la ville organisatrice des championnats du monde 2019. La question est de savoir qui va se lancer dans la course. Ahmad Kalkaba Malboum, le numéro 1 de la Confédération africaine d'athlétisme, avance un premier nom, l'Afrique du Sud. Pour des raisons simples, dit-il. Elle va accueillir nos championnats d'Afrique en 2016. Elle a aussi l'ambition, je pense, d'organiser à Durban les Jeux du Commonwealth, une étape vers les Jeux olympiques, peut-être de 2024 ou peut-être de 2028. D'autres pays pourraient présenter leur candidature, c'est le cas du Maroc. Et si c'est le cas, ce duel nous rappellerait bien sûr la lutte pour l'organisation de la Coupe du monde de football 2010. Le Maroc estime évidemment être le favori. Les discussions vont se poursuivre en coulisses pour dégager une candidature africaine qui sera aussi soumise à la concurrence des villes d'autres continents. Voilà qui met un terme à cette édition matinale du journal télévisé. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur votre nouvelle chaîne généraliste et panafricaine Canal 7. Au revoir et à très bientôt.